eu de matchs dans cette année 94, mais j'étais pas vraiment efficace. J'avais l'esprit ailleurs. Hein. Il fallait pas qu'il se pète, quoi. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, bonjour à tous. Et bonsoir à tout le monde. Eh bien oui, parce que là, on est enchanté de t'avoir avec nous, parce que tu vas pouvoir nous parler en temps voulu du centre de formation et de toutes les pépites qui peuvent en émerger. Et on commencera par, bien sûr, la grosse actu du moment, le départ de Franck Azema qui a annoncé ça. Voilà, on compte pas en faire les choux gras, mais il faut qu'on en parle quand même. On reviendra bien sûr sur cette bonjour très belle... Et pardon, la loutre, j'ai oublié la loutre. Buonasera tutti les amis. Putain, j'ai dit ça y est, les gars, ils m'ont oublié. Oui, voilà, on t'avait oublié. On t'avait oublié. Ouais. On n'a pas la vidéo. On n'a pas la vidéo. Je t'avais pas à l'écran. On n'a pas la vidéo. Voilà, c'est bon. Là, Merci à Alex, comme d'habitude, et puis merci à Bertrand surtout d'être là. C'est un honneur de recevoir le directeur du centre de formation de l'ASM. Et ça valide en tout cas notre travail à nous de recevoir de tels invités. Le directeur. J'en profite pour saluer tous ceux qui se sont connectés. Doudou Chenevoix, Tariq Bechti, salut à Pierre Richard, Zoé Simon. Michel Rochefort est avec nous aussi. Voilà, on va essayer de faire remonter. Salut à Aurélie Postcafé, Gérard Bravard aussi. On va essayer de faire remonter un peu vos questions et vos commentaires. N'hésitez pas. Et Aurélie qui n'a rien à voir avec le Postcafé, avec le restaurant Postcafé. Ah oui, effectivement, qui n'a rien à voir avec le restaurant Postcafé. Moi j'ai fait rentrer, dire bon allez où Aurélie Ça démarre fort là. Donc du coup, revenons à nos moutons, parce qu'on va effectivement parler du départ de Franck. On enchaînera ensuite, on reviendra sur la victoire contre les Bayonnais, écrasante on va dire, on ne peut pas dire le contraire. On fera un petit tour des résultats, on fera le point sur le classement, parce que là c'est plus que positif pour nos jaunards. On passera par notre petite rubrique préférée, anecdote de vestiaire. On compte sur Bertrand pour nous faire sortir quelques pépites. Et on fera un tour des résultats de Pro D2. On parlera des bons résultats aussi des filles depuis le début du championnat. Là, elles ont repris par une belle victoire. Et des espoirs à Castres. Et les espoirs, Bertrand pourra nous parler des bons résultats aussi des jeunes. Voilà, ensuite, on parlera peut-être aussi de notre équipe de France qui devrait normalement jouer ce week-end, si tout va bien. Et on terminera aussi, grâce à Bertrand, il va nous expliquer le fonctionnement d'un centre de formation de haut niveau. Parce que c'est vrai qu'il œuvre depuis maintenant pas mal d'années à la tête du centre de formation. Je sais que je suis vieux. Je sais. Et donc il a vu passer toutes les pépites qui sont maintenant sur le terrain chez nous. Ouais, il y en a quelques-unes. Ouais. Et donc il nous expliquera un peu comment fonctionne un centre de formation. Ouais. Avec plaisir. Et on termine à la cavalouille, non? Puisqu'on doit excuser Eric parce qu'il est en pleine affaire dans son établissement. Donc on pourra peut-être terminer chez lui. Il n'a pas le couvre-feu. Eric Nicole ne connaît pas le couvre-feu. Il y a des arrangements. Il a des excuses. Et on terminera justement par la photo souvenir qui nous permettra de revenir avec Bertrand aussi. Et puis Eric Nicole était un acteur de cette fameuse finale de 86 du Manoir, Challenge du Manoir, où l'ASM avait gagné le Challenge du Manoir à Brive, au Stadium de Brive. Et c'est des très bons souvenirs sur lesquels on reviendra grâce à quelques photos. D'accord. En tout cas, les gars, au niveau des dénonciations, vous commencez bien, les gars. Il doit être content, Eric, je pense. C'est clair. On se cotisera pour l'annonce, pour l'amende. Hein. Alors, allez, on enchaîne. T'es de la police, toi, ou quoi? Il est de la police, d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il est de la police. Donc, on a tous appris la grosse nouvelle sur le départ de Franck Azema.
qui a un peu surpris tout le monde, il faut le dire. On s'y attendait vraiment pas. Moi, je vous questionnerai là-dessus rapidement, parce que c'est vrai, comme je l'ai dit en intro, je compte pas faire l'émission là-dessus, et vous aussi, je pense. Moi, ce que je veux surtout, c'est rendre hommage à Franck, qui, je trouve, a été classe sur le coup. Parce qu'il permet au club de se retourner. Dans ce qu'il explique, le fait de ne pas faire l'année de trop, je pense que c'est aussi une preuve d'humilité aussi de sa part. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alex, toi qui l'as côtoyé. Non, mais après, Franck, c'est quelqu'un qui est entier et qui est intègre. Et s'il estime qu'il atteint la fin de son cycle, et ce qu'il a su dire aux joueurs en disant à des joueurs de partir, comme Julien Pierre, à des moments ou à d'autres, disant ne fais pas l'année trop, il se l'appliquera lui-même en premier lieu. Et là, moi je dirais même c'est couillu aussi, parce que dans le monde du rugby pro, on sait que les places d'entraîneurs sont très très chères, surtout sur les grosses écuries comme l'ASM. Et c'est vrai que, alors même si on entend parler qu'il ira sous d'autres cieux, mais néanmoins rien n'est encore fait actuellement. Il n'a pas dit je pars pour aller à tel endroit. Donc il a dit je m'en vais, et voilà, il a besoin de pas aller aussi loin que ça. Donc moi je le tire mon chapeau, parce que c'est un gage de caractère, un gage comme tu as dit, d'humilité. Puis il réfléchit, il sait où il est intègre. Donc non, c'est pas une démarche qui est courante dans le monde du rugby pro. C'est clair. Bertrand, toi qui le côtoie tous les jours, enfin je suppose tous les jours. Non, pas tous les jours, mais régulièrement quand même. Oui, régulièrement. Ouais, c'est sûr que c'était forcément un peu une surprise. Après, de passer 11 ans à la tête d'un club comme ça doit être usant, éprouvant, fatigant. Moi je l'ai fait, vous l'avez dit, 2 ans. Et si je ne l'ai pas fait plus longtemps, c'est aussi parce qu'il faut vraiment avoir une carapace énorme pour pouvoir supporter cette pression et au quotidien et sans arrêt et toujours renouvelé. Donc c'est déjà un miracle qu'il ait, j'ai envie de dire, tenu 11 ans. Après qu'il y a un moment un phénomène de saturation, moi je comprends très très bien. Ce qui m'a surpris un peu, c'est qu'il y a encore 15 jours, 3 semaines, on bossait ensemble sur le recrutement et qu'il était complètement investi avec nous et qu'il a œuvré à des signatures de jeunes, on en parlera peut-être plus tard. Donc voilà, il était vraiment dans une optique de donner le meilleur encore pour son club. Et puis bon voilà, je pense que ça commençait peut-être aussi un peu à fuiter, qu'il commençait un peu à sentir que c'était le moment pour l'annoncer, parce que je pense qu'il était en train de se dire que voilà, il était en bout de cycle. Voilà. Donc ça nous a un peu surpris, ça bruissait depuis une semaine, mais bon voilà, l'annonce est arrivée maintenant. Maintenant il faut qu'on rebondisse. Moi je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite, parce qu'il ne va pas s'arrêter là-dessus, je ne pense pas. Donc voilà, ça va être une nouvelle expérience, ça va le rebooster et le repartir sur un nouveau projet. Moi j'irais même, ce serait bien qu'il puisse avoir un année de break pour souffler un peu, parce que comme tu as dit, c'est un métier qui est hyper éprouvant, qui est hyper exigeant. C'est une pression au quotidien de tous les instants, parce que tu manages un groupe de joueurs, tu manages un staff technique, tu manages la presse, tu manages... Bien sûr. De 6h du matin et encore jusqu'à... C'est un métier à la con. C'est un métier à la con. Et c'est 7 jours sur 7. Vas-y, Julien. Ouais, du coup, si je rebondis sur les propos de Bertrand, du coup, sans trahir de secret, Bertrand, a priori, c'est une décision qui a été prise... au fond de lui-même et sans concertation ou sans information des autres, enfin du staff élargi de l'ASM. Pas avec moi en tout cas. Non, après, je suis pas dans la vie privée. Non, mais voilà. Donc, comment il a mûri sa décision, je sais pas, mais je pense qu'il y avait quand même un phénomène sûrement de saturation, d'être arrivé au bout de quelque chose avec la réussite qu'il a eue. Voilà, il a passé 11 années, mais bon, il a quand même ramené des titres à la maison. Dont un bouclier et un titre de champion d'Europe. Voilà. Et plus des finales perdues aussi, mais un palmarès remarquable. Et donc je pense qu'il était au bout. Alors après la décision, moi il n'a pas évoqué avec moi, ça c'est sûr. D'accord. Mais bon, en tout cas il y a 3 semaines il bossait encore, ou il y a 15 jours on était encore sur du recrutement et il était investi pleinement sur cette action. Voilà. Donc on peut considérer que c'est quand même une certaine surprise au sein de l'ASM. En tout cas, moi, il y a une semaine, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. D'accord.
Hier, oui, je m'y attendais. Mais il y a une semaine, non. C'est vrai que je pensais qu'au moins encore une année, voire 2 années, peut-être pas aller au bout de son contrat, mais il a encore 2 ans derrière. 2 ans de contrat. C'est 2 ans et demi là. Dans le monde du rugby pro, c'est rare. Quand tu vois la pression qu'il y a dans le monde des entraîneurs, c'est quelque chose qui n'existe pas. En général, t'attends de te faire virer avant de partir. Bien entendu. C'était pas le cas. Donc, moi, je pense à quelqu'un qui a une année chargée quand même. C'est le nouveau président qui est parachuté là, dans les circonstances qu'on connaît. Et là, Franck, qui exprime le fait d'aller souffler, ça lui fait une bonne entrée en matière. Ça fait une bonne saison de découverte. C'est un autre président. D'ailleurs, ce qui est un peu. Ce qui est étonnant, c'est qu'il avait tenu des propos lorsque Timani a dit qu'il voulait rentrer au pays et donc Timani cassait le contrat. Franck s'était exprimé dans les médias en disant: vous vous rendez compte quand même, c'est un garçon, je le comprends, on ne peut pas refuser à ce qu'il rentre chez lui, et il s'assoit quand même sur 2 années de contrat. Et 15 jours, 3 semaines après, Franck fait la même démarche. Mais franchement, hier, il était donc chez les confrères de France 3, et je l'ai trouvé hyper détendu, comme s'il était libéré. Donc, tout ce que tu dis, Bertrand, toi qui as vécu ça 2 années, je pense qu'il y avait une certaine lassitude et une fatigue. En plus, je crois, mais vous m'arrêtez si je dis une bêtise, je crois que son épouse est dans le monde infirmier. Donc peut-être que tout cela aussi, la vie de famille, le fait de moins se voir, peut-être qu'aussi l'esprit Covid et le fait que son environnement était très pris professionnellement par ce dossier-là, parce que visiblement, tous les gens disent il a signé ci, il a signé là. Je pense que non, je pense qu'il nous a tenu un discours de vérité hier, et qu'aujourd'hui il a réellement envie de faire un break. Mais c'est mon avis, hein. Je connais beaucoup moins que toi. Hein. De toute façon, on a eu la chance il n'y a pas longtemps d'avoir le Goré Philippe Saint-André qui est venu, qui est intervenu. Il nous a bien expliqué aussi que c'est un métier qui est usant nerveusement et dont il était content de s'être extirpé, et que là, malheureusement ou heureusement pour lui, je pense que c'est plutôt malheureusement, parce qu'il a souffert encore à nouveau en y retournant. Il souffre encore. Voilà, et il souffre encore, il n'a pas fini. Et là, c'était compliqué. C'est vrai que c'est un métier où c'est usant nerveusement. Après, c'est passionnant aussi. Donc après, ils prennent beaucoup de plaisir aussi, parce qu'il y a des moments de joie immenses. Et quand tu arrives à faire marcher une équipe, que tu sens qu'il y a une dynamique qui prend et tout ça, c'est jouissif, j'ai envie de te dire. Mais après, il y a aussi des moments qui sont très difficiles, des défaites incomprises, des moments de pression énormes, des enjeux économiques importants aussi. Et donc, c'est un métier difficile. Mais il ne faut pas les plaindre non plus, parce qu'il y a d'autres sortes de métiers difficiles aussi. Là. Justement, j'avais une question, moi, qui s'adresse à Alex et à Bertrand. Dans un cas comme ça, et lui étant là depuis 11 ans, on ne s'attendait pas trop à ça, qui va décider, avec un nouveau président en plus qui arrive, et Alex, tu l'as souligné, dans des conditions qui sont plus que difficiles, qui va décider du choix du nouvel entraîneur? Comment ça va se décider? Ça, c'est une question. Ça va être une démarche collégiale, et je pense que Franck va participer justement au recrutement du nouvel entraîneur. Ça, c'est une quasi-certitude, et il va pas lâcher le président tout seul. Maintenant, autour du président, il y a aussi un staff, il y a tout un comité de direction. Donc le président n'est pas seul. Il n'est pas tout seul à sa tour d'ivoire, et heureusement. Non, donc, bien d'accord. Il y a toute une équipe autour du président. Il y a une équipe aussi technique. Donc il y a tout un staff d'entraîneurs, et ça peut remettre en cause plein de choses. Donc l'arrivée d'un nouvel entraîneur, ça peut remettre en cause plein de choses. Et on peut avoir demain, un président peut trouver le meilleur entraîneur du monde et dit par contre je viens avec mon staff. C'est-à-dire qu'il faut virer tout le monde. Donc même si ça ne se passera pas comme ça, on est d'accord, mais il y a des réflexions. Il y a des réflexions, et c'est sûr que ça va créer un petit peu de tumulte et un peu de trouble, que ce soit dans la tête des joueurs, parce que quand tu te re-signes un contrat avec un entraîneur où là tu sais pas qui est-ce qui va, enfin tu sais que ça va être le même, tu sais où tu vas aller, mais quand tu sais pas qui va arriver,
tu re-signes ou tu re-signes pas. Enfin, il y a plein de questions qui vont se poser. Beaucoup de contrats ont été renouvelés il n'y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que effectivement, ça aurait pu semer un peu le trouble dans la tête des joueurs au moment de renouveler justement. Alors certains, ça va rebooster, qui étaient un petit peu parce qu'ils étaient moins dans la sainteté dans ce fonctionnement-là. Donc il y a tout, mais ça va rebattre pas mal de cartes, c'est sûr. Et après, la décision finale, c'est le président qui va s'y coller. Maintenant, il va, vu qu'il n'est pas du Sérail, il va pour le rencontrer plusieurs fois. C'est quelqu'un qui est très posé, qui est très réfléchi. Je pense qu'il est loin d'être. C'est pas un lapin de 3 semaines, quoi. Donc il va prendre le temps de bien tout éplucher et bien tout comprendre. Il faut croire quand même que dans ce club, on a des gens qui réfléchissent aussi avec les présidents, qui sont effectivement pas du Sérail, mais Fontes n'était pas du Sérail et ça l'a pas empêché de choisir Jean-Marc Lermé et Verne Cotter. Éric de Comière n'était pas du Sérail et il a bien fait signer. Jean-Louis Jourdan avant. Bien sûr. Donc, mais au final, il y aura bien quand même un président qui va valider une signature. Qui va valider une signature, c'est ça. Et le centre de formation est consulté ou pas? Sur le choix de l'entraîneur principal? Ouais. Je pense que. Non, après, on verra. Mais je pense que c'est une question. Ce serait une bonne surprise. Ouais. Dans une démarche globale, c'est ça. Mais dans le cadre de la démarche globale, je pense vraiment que la politique du club, qui est de s'appuyer sur un centre de formation fort, forcément que le choix de l'entraîneur sera forcément un entraîneur qui a une appétence pour la jeunesse, pour la formation. Et donc, je ne sais pas si je serai consulté personnellement, mais en tout cas, forcément, il faudra que l'entraîneur qui arrive, il rentre dans cette philosophie du club et dans l'objectif du club, qui est quand même d'alimenter l'équipe première par un certain nombre de joueurs issus de notre formation. Après, je ne sais plus qui en a parlé. Je sais plus qui en a parlé. C'est passé vite, les messages défilent vite chez nous. Et quid de Bernard Gouta. C'est sûr que Bernard peut avoir le profil pour être un manager, parce qu'il avait fait très très bien à Montpellier, il avait eu des bons résultats. À Colomiers. À Montpellier, à Colomiers, pardon, excusez-moi. Donc il y a eu des bons résultats. Donc il y a peut-être ça aussi. Et donc il y a plein de paramètres qui vont devoir être gérés. Et donc voilà, comme Xavier, comme tout ça. Tu postules pas, Alex? Non, je postule plus, c'est fini. Bon ben voilà, on a un scoop. Voilà, premier scoop Rocarvers. Alex Ampère ne sera pas le prochain entraîneur. Il y avait une question de Gérard Bravard, mais ça a été répondu, disant est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont restés plus longtemps, ou effectivement Michel Rangeval, que tu as bien connu, est resté moins aussi longtemps. Aussi longtemps, je sais pas. Je pense qu'il était là en 78, c'est sûr. 76, il a dû prendre l'entraînement. Non, je sais pas. Il a arrêté en 87, je crois. Donc après, il faut faire le calcul. Je sais pas quand il avait été nommé. Il est sur une petite quinzaine d'années, je pense. Et Victor, il a fait combien? Victor, il n'a pas fait 10 ans, mais Victor, il a plusieurs casquettes. Alors il était manager à un moment donné, puis après il était entraîneur, mais je pense pas qu'il ait fait 10 ans. Il n'a pas fait si long non plus. Mais peut-être que, Migraine au moins aussi bien, oui, je pense. C'est clair. D'ailleurs, il y en avait certains qui demandaient à ce que Migraine revienne comme entraîneur. Mais Migraine qui agit toujours à Chambéry. Non, je crois qu'il a posé. Ça y est, il a posé la valise. Enfin, moi, la dernière fois que je l'ai vu, il entraînait Chambéry. Il entraînait Chambéry, et moi, il m'a appelé il y a encore un mois. Il voulait venir visiter le centre parce qu'ils sont en train de construire un centre de formation à Chambéry. Donc il était avec les élus, et donc il est toujours près du truc. Il est au taquet, Pas alors, changé. il a été entraîneur de 71 à 87. De l'AS Montferrand. 16 ans. Ouais. Donc, 16 ans. Bien Jean-Luc. Ouais, mais là, il faut faire confiance à Jean-Luc pour ça. Non, donc s'il faut résumer, c'est vrai qu'il y a énormément de commentaires. On a vu passer vos questions. C'est vrai que nous, que ce soit Bertrand, même s'il fait partie du club, n'est pas dans le secret des dieux pour nous dire voilà, le prochain entraîneur sera un tel ou un tel. Ouais. Et puis même s'il le savait, certainement qu'il ne le dirait pas. D'abord, premièrement, mais je suis bien en peine. Maintenant, on va sortir la boule de cristal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions possibles en interne, en attention, externe. Les agents, les machins, là, ça va taper au portillon. Ça va être une période un peu rigolote à suivre aussi, je dirais. C'est vrai que dans vos commentaires aussi, vous êtes unanime pour dire qu'effectivement, Franck a un super palmarès, qu'il a porté très haut les couleurs montferrandaises. Cette finale. Et effectivement, un palmarès comme celui qui s'affiche à l'écran, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui peuvent se vanter de ça. Voilà, je pense qu'il faut avant tout maintenant
lui et son staff terminent de la meilleure des manières cette saison, avec et surtout une saison qui est quand même spéciale à cause de l'épidémie. Et on espère qu'elle finisse avec un titre ou deux. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter comme cadeau de départ. Déjà, ce serait bien. C'est pas mal. Un truc qui ressemble à un bout de bois, ça pourrait être sympa. Alors il y a Tifosi qui dit je trouve le timing pas bon, mais en fait ce sont des professionnels et on vit. Ça se vit dans un club de rugby, mais ça se vit aussi dans la vie professionnelle, ça se vit en entreprise. À un moment, il y a des gens qui ont envie d'arrêter et qui écrivent à leur patron et qui disent bon, je souhaite stopper mon activité. C'est aujourd'hui la vie de tout professionnel. Oui. De l'autre côté, ça nous laisse le temps et ça laisse le temps au club de s'organiser pour la saison prochaine. Il faudra aller vite aussi, c'est important pour justement poser les bases de l'avenir du club, mais d'un autre côté, ça laisse le temps et ça ne met pas solide, le club devant le fait accompli en fin de saison. Tu as une armature solide de toute façon après en interne pour que ça puisse le faire. Donc voilà, on va rebondir maintenant sur l'actualité du week-end dernier avec ce gros match de nos Montferrandais qui, en ayant eu quelques déchets en début de match avec des ballons échappés dans l'embut, on finit par passer quand même 73 points à cette équipe de Bayonne. Ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé de mettre une telle dérouillée à une équipe, mis à part peut-être en Coupe d'Europe contre une équipe italienne ou en Roumanie. Je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer de ce match-là parce que... Il faut quand même dire qu'il y avait 24-3 à la mi-temps. Voilà, c'est ça. Et que Yato marque un essai à la 42e minute. Ouais. Donc, j'ai lu sur les réseaux venant de Bayonne, les Bayonnais sont hyper critiqués par leur public. Moi, j'ai trouvé qu'en début de match, quand même, il s'était sacrifié parce que, tu l'as dit, on a échappé 2 ballons, il y a Betham qui passe en touche, donc, mais ils étaient là et ils avaient un mur de défense et ils ont tenu quasiment jusqu'à la mi-temps. Ouais, en fait, ce qui est reproché aux Bayonnais, c'est le dernier quart d'heure, d'avoir un peu lâché. Et c'est vrai que sur un terrain de rugby, c'est pas des choses qu'on aime quand même trop voir. Et comme l'a dit Yannick Bru, là, c'est cette fin de match qui leur pose problème. Maintenant, bon, il y a tout le contexte. C'était une équipe remaniée avec d'autres objectifs. C'était bon, c'est comme ça. Moi, je pense que la plus grande difficulté dans un match comme celui-là, et c'est là où je trouve qu'on fait un bon match, c'est que malgré la facilité, malgré le fait qu'ils aient explosé en deuxième mi-temps, les Bayonnais, on a essayé de rester constant, de mettre des choses en place, de mettre nos combines en place. Et on voyait que les joueurs sont restés très pros jusqu'au bout, parce que c'est vrai que malheureusement, enfin, vous avez joué à haut niveau. Il y a des fois sur des matchs à carton un peu comme ça sombre un peu dans l'à peu près. Bertrand, je ne sais pas si toi tu... Oui, bien sûr, on l'a vécu tous. Après, on ne sait pas bien ce qui fait d'ailleurs que des fois on perd le fil du match. Mais là, on sentait quand même qu'ils avaient de la fraîcheur physique. Nos joueurs, ils n'avaient pas joué la semaine d'avant. Il n'y a pas de match la semaine d'avant. Donc, on sentait qu'ils étaient bien physiquement et que et les Bayonnais, effectivement, ils étaient venus peut-être pour essayer de limiter la casse. Et puis quand ils ont vu que la casse, de toute façon, ils allaient prendre cher. Après, il faut s'y mettre. Faut être courageux, il faut plaquer, il faut prendre des Yato dans la tronche, ça fait mal. Et quand tu fais rentrer le banc, Jacobus, il y a des joueurs énormes qui rentrent. Ça allait vite, et puis ça a joué juste, c'est vrai, c'est resté sérieux jusqu'au bout. Ouais, j'ai trouvé d'ailleurs, moi, que on est monté dans l'intensité et dans le sérieux, on va dire, au cours du match. Parce que moi, j'ai trouvé qu'au début de match, avec Arnaud et Jean-Luc, on en parlait en off pendant le match par message. Moi, je ne les trouvais pas trop concernés au départ. Et puis, il y a eu ces essais qui ont été annulés. Et après, il y a eu un tout petit moment de flottement. Et après, tu sens que c'est revenu et que ça a bien tapé, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Les essais annulés, ratés, on fait basculer du bon côté, on va dire. Mais ça aurait pu être l'inverse, mais c'est tant mieux, c'est bien parce que c'est un gage aussi un peu de maturité pour un groupe
Et c'est pas évident, comme tu le disais, c'est pas évident de faire un match et de tenir comme ça tout le long, de pas craquer en cours de route, dire allez c'est bon, on va tenter le truc qu'on fait jamais pour le fun. Non, ils sont restés constants et c'est ce que j'ai apprécié. Après, voilà, on va pas sur le contenu qui était sens unique. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Il y a eu un phénomène aussi en première mi-temps, c'est que ces Bayonnais, à un moment, ont cru qu'ils allaient revenir avec l'essai de Ravouvou. Ouais. Et en fait, donc, il est refusé par la vidéo. Donc, ils avaient défendu, ils marquent un essai. Donc, il y a des soirs où rien rigole aussi. Oui, c'est clair. C'est ça. Voilà, ils ont pris une belle fessée. Après, moi, la grosse satisfaction de ce match aussi, c'est d'avoir vu à nouveau Sam Ezeala. Et retour gagnant, il marque son essai, c'est super bon pour le moral, je pense, parce qu'il devait baliser, je pense, quand tu reviens d'une telle blessure, bon, même s'il a eu le temps de se refaire un petit peu. 14 mois, il a fait 2 matchs en espoir avec nous, mais il n'avait pas marqué. Voilà, donc c'était son premier essai depuis 14 mois. Donc toi, Bertrand, tu as vu Sam éclore depuis son plus jeune âge. Oui, de l'âge de 15 ans qu'il est arrivé chez nous, suite à sa candidature spontanée, on peut dire, avec des vidéos à l'appui. Voilà, donc on l'a accueilli, puis après, on ne savait pas que ça deviendrait Sam Ezeala. D'abord, il s'est développé physiquement, et puis ça a été une belle satisfaction, sur tous les points de vue, parce qu'il a eu son bac aussi. Au bout d'1 an, il parlait couramment français, voilà, il s'est bien intégré. Et puis, on l'a vu progresser énormément. L'an passé, au moment où il s'est blessé, il était vraiment, on parlait de lui au plus haut niveau. Hein. Bon, il n'avait pas encore d'ailleurs, je ne pense pas qu'il l'ait encore, la nationalité française. Non. Voilà. Mais en tout cas, dans son esprit, il voudrait bien l'avoir pour éventuellement taper à la porte des Bleus. Puisque c'est la condition sine qua non pour pouvoir être sélectionné. Il était vraiment en pleine forme à ce moment-là. Le match de Coupe d'Europe, il était étincelant. Hein. Il avait marqué de nombreuses fois. Bon, voilà, c'est reparti là. Et toi, en tant que comme ça, directeur du centre de formation, tu reçois des vidéos de joueurs comme ça qui postulent tout le temps. On en reçoit plein. Alors plus ou moins. Après les images restent les images, hein, donc on voit après quand c'est vraiment trop sélectionné et quand il y a que quelques clips, quelques actions, quelques secondes. C'est bon, ça veut dire quelque chose. Et quand lui, par contre, ce qu'il nous avait montré, on se dit ça vaut le coup qu'il vienne. Et donc il était venu passer quelques jours avec nous. On avait accueilli ses parents. Et puis ça savait bien matcher entre nous. Voilà, donc ça c'était un travail, pas moi personnellement, un travail de la section. À l'époque, Fred Siovo était mobilisé dessus. Et donc voilà, c'était un bon candidat. Et on ne regrette pas. Mais on a sûrement laissé passer d'autres. Hein. Et parmi tu vas voir des joueurs, il t'arrive de te déplacer, d'aller voir des joueurs. Ah oui. Oui. C'est toi qui régulièrement. Je le fais, Xavier le faisait. On avait fait plusieurs fois ensemble. Cette année, il y a Aurélien qui a été mobilisé avec Adèle. Et puis après, on a une commission recrutement avec en fonction du niveau. On va voir jusque moins de 14 ans, moins de 15 ans, grosso modo. Après, avant, c'est plutôt un travail qu'on mène avec les clubs soit de notre bassin, soit des clubs partenaires. La notion de double licence, ça a changé quelque chose ? Pardon. La double licence, on s'en sert, ça change quelque chose, ça nous permet d'avoir des joueurs et de pouvoir quand on ne les fait pas jouer nous, de pouvoir les renvoyer, puis inversement. Donc ça limite moins les joueurs et ça leur fait moins peur parfois de pouvoir nous rejoindre. J'avais une question, moi. Sur les vidéos que tu reçois, Bertrand, que vous recevez à l'ASM, c'est les parents qui envoient ou c'est des agents déjà? Il y a tout, hein. Il y a des joueurs qui sont autonomes et qui le font eux-mêmes, après il y a des agents qui le font, et après il y a des parents qui veulent être l'agent de leur enfant. On a un peu de tout. Hein, voilà. Mais c'est quelque chose que tu ne devais pas voir il y a certaines années, les vidéos, tout ça. Qui arrive. Là, ça monte en puissance, c'est sûr que maintenant il y a des clips, on partage des choses sur des box, là, donc c'est très facile maintenant de se procurer des images. De toute façon, on reviendra en détail sur le centre de formation, tu nous expliqueras. Il y a une question auquel tu as répondu, c'est Daniel Montabru qui demande si Aurélien est toujours impliqué dans le recrutement, donc tu viens clairement de dire que oui. Oui, bien sûr. Et cette année, on est assez fiers justement de notre recrutement.
J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Ouais. Et donc, pour revenir sur les satisfactions justement du centre de formation des joueurs qui ont joué ce week-end, on a le petit Berilla qui en est issu, qui est en train de s'affirmer à gauche comme une bonne alternative. Oui, un bon client. Champion du monde avec les moins de 20. Après, il y a Daniel Biziu qui est derrière. Voilà. Donc, on alimente à tous les postes. D'ailleurs, c'est les postes les plus sensibles. Pilier, je suppose que la demande. Pilier, il faut toujours avoir beaucoup de piliers. Parce que les piliers, d'abord, ils sont spécifiques. Donc, il n'y a que les piliers qui peuvent jouer pilier. Donc, quand on a des blessés ou des cartons rouges ou des cartons jaunes ou des Covid, il faut bien qu'on puisse aligner les équipes. Ouais. Donc ça, c'est pas des neufs, les gars. C'est ça. Voilà. Donc, les neufs, on n'en parle pas, c'est la pièce maîtresse. Les neufs. Parce que nous, des piliers, on en a plein, mais c'est des piliers de comptoir. Il y a Phil Blue qui nous dit que Jacobus avait envoyé sa vidéo, je crois. Jacobus est via un agent. Donc, effectivement, là, après, c'est un travail qu'on a avec certains agents avec lesquels on travaille mieux qu'avec d'autres. Et Jacobus, c'était en particulier avec un agent qui est sérieux. Il y a une question de Pierre Richard, je vois là. Est-ce qu'il y a des clubs qui envoient eux-mêmes justement des vidéos pour mettre en exergue leurs bons joueurs? Des clubs, après, on a des clubs avec lesquels on travaille. Donc, c'est sûr qu'on essaye d'être efficace avec l'ensemble des clubs du bassin. Vraiment, et maintenant on va au-delà du bassin de l'agglomération clermontoise. On a une 60aine de clubs qui se revendiquent partenaires de l'ASM. Et donc ces clubs-là, le but c'est justement, quand on a un partenariat ensemble, c'est que le jour où il y a une pépite, comme vous l'appelez, ils puissent venir chez nous s'essayer. Voilà. C'est notre grande école de rugby, parce que l'école de rugby de l'ASM, c'est 180 jeunes. Mais en fait, on aime à dire que l'école de rugby, c'est les 1800 joueurs de rugby qui jouent au rugby dans notre bassin à plus ou moins 100 km de Clermont-Ferrand. D'accord, oui, tu l'évalues à 1800 joueurs à peu près le oui, je te dis ça comme ça, non, je dis oui, parce que je disais 10 fois plus que notre école de rugby. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a plus de joueurs qui ne sont pas dans notre école de rugby, qui ont des chances de venir jouer et d'alimenter nos équipes cadets que des joueurs qu'on a aujourd'hui à l'école de rugby. Non mais je veux dire, c'est pas une donnée que vous avez. Oui, je n'ai pas en tête le chiffre exact. Voilà. Mais par contre, c'est une 60aine de clubs qui sont partenaires et on va bien au-delà de la région Auvergne maintenant. On a des clubs partenaires dans la Loire. Voilà, tout ce qui n'est pas trop impacté par des clubs de haut niveau. Donc on va jusqu'à la Loire, mais on s'arrête à Lyon, parce qu'à Lyon, après, ils font un travail aussi de leur côté. Voilà. Après, on va jusqu'à Nevers. À l'ouest, on va plutôt jusqu'à Brive, enfin juste avant Brive. Mais on a bien quelques brivistes qui viennent nous rejoindre. Ils savent prendre la 89 dans le bon sens. Voilà. Et puis après, on descend. Oui, on a des jeunes demandes. Et de l'Aveyron, on en a régulièrement. Tu nous diras un mot sur l'université au Fidji, puisque... Ouais, l'académie qu'on a au Fidji. C'est une académie, je dis université, mais c'est une... Arnaud, j'avais moi, parce on s'éloigne un peu du match, je voulais juste souligner la décision de cette semaine du départ de Peter Betham, qui a priori n'est pas conservé, ça a été annoncé officiellement, et j'avoue que moi c'est un joueur on en a parlé un petit peu, qui était pour moi un super joueur quand il est arrivé. Et je trouve qu'il s'est un peu perdu, et je trouve que, c'est un joueur qui va partir, qui va me laisser un sentiment mitigé. Là, je l'ai trouvé pas mauvais là sur ce match de Bayonne, mais bon, après, voilà, j'aurais aimé avoir l'avis un peu de tout le monde sur Peter Betham qui s'en va, quoi, en fait. Ouais, il y a un petit goût d'inachevé, je suis d'accord avec toi. Sur le début, il a eu un début un peu en fanfare. Après, je ne sais pas s'il s'est perdu un peu dans ce rôle de utility back, là, d'homme à tout faire derrière un petit peu, qu'il a peut-être un petit peu. Alors, il a joué le jeu du club parce qu'à ce moment-là, il en avait besoin, et donc c'était aussi généreux de sa part, parce qu'il a pu dire non, moi je joue qu'à mon poste et verrouiller tout ça. Donc, est-ce qu'il y a ça? Alors, je sais pas quel âge il a, mais il n'est pas tout jeune en plus, Betham. Il doit 32, avoir 32 ans. Donc il y a aussi la montre qui tourne un peu.
Et je sais qu'à l'ASM, il y a, comme vu qu'il y a un gros travail de formation sur les jeunes et que ça pousse beaucoup chez les jeunes, forcément les mecs en fin de parcours, dès que ça commence un peu à être un peu plus âgés, il faut vraiment qu'ils soient au-dessus du lot pour pouvoir être conservés, qu'ils amènent vraiment un plus indéniable. Donc là, c'est peut-être pas le cas. Donc après, on n'est pas dans la décision complète, mais après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il fait partie des joueurs âgés. Qui jouait un peu mais pas tant que ça, et que globalement ça libère un peu de masse salariale pour accompagner les jeunes qui vont pousser derrière. Et puis il y a ça aussi, bien sûr, tu as la masse salariale aussi qu'il faut gérer, ça c'est très juste. Rappelez pas, le Covid plane au-dessus de nous, messieurs. Non, mais c'est des questions importantes, il y a l'économie du club qui sont soumises à grosse tension, et ce type de joueurs à palmarès, à gérer avec un statut, il faut les casquer, c'est sûr, et voilà, ça se réfléchit aussi. Mais c'est vrai ça fait partie des joueurs qui ont un capital sympathique aux supporters. C'est vrai, mais toujours sympa, souriant, bonnard, pas de mauvais match. Mais goût d'inachevé. Mais goût d'inachevé, un petit peu, c'est vrai que... c'est ça. Ouais, si, un petit peu. Donc, on est un peu dur de dire ça, mais il nous a montré tellement au début qu'on s'attendait au mec qui allait être un facteur X, et puis après, il s'est un peu perdu, quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est le terme, mais voilà, il a... Forcé de constater. Ça y est. Il y a du monde derrière aussi. Il y a du monde, c'est ça. Le jour où tout le monde est là, tout le monde est compétitif, il n'est pas dans le groupe. Quoi. Il n'est pas dans le groupe, c'est ça. Par contre, on est content de l'avoir quand même dans l'effectif parce qu'on sait qu'il va pouvoir jouer 90%, 95% des matchs. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et pour conclure sur ce match, on a vu quand même quelqu'un qui a fait 10 minutes, peut-être qu'on le verra un peu plus à Agen, c'est ce seconde ligne qui normalement doit jouer en lieu et place du départ de Timani. C'est Everson que l'on a aperçu quelques minutes. Ouais, il a l'air solide, la bête là. Ouais. Ils ne sont pas du centre de formation, donc je ne sais pas. Je vous en dirai pas plus. Bon, après, on a nous à ce poste, on a vous connaissez les jumeaux Lanin, bien sûr. Donc un en particulier Thibaut qui pourra jouer. Et puis après, on a deux très bons jeunes, Miles Amatozero qui a 18 ans, et puis Edouard Sanandal qui a 19 ans, et qui sont vraiment de la graine de grands joueurs. Donc il faut leur laisser un tout petit peu de temps. Voilà. Donc il y a de quoi alimenter des joueurs pros par ces deux jeunes joueurs du centre de formation. Justement, ce type de venue de joker, ça donne, paradoxalement, ça donne du temps à ces joueurs-là pour pouvoir aussi se construire dans le staff, dans l'équipe, sans être soumis à pression à jouer trop tôt, parce qu'il y a aussi un vrai risque à jouer trop tôt. Ils sont trop jeunes. Alors là, le choix, c'était de prendre une seconde ligne, effectivement, parce qu'il fallait pallier un départ. Là, on voit qu'avec la blessure de Étienne Falgou, aujourd'hui, alors qu'on a justement deux jeunes qui sont présents derrière, pour l'instant, on fait le choix des jeunes. Voilà. Ouais, c'est un choix fort, c'est bien. C'est bien. Mais je répète qu'en pilier, c'est toujours une faiblesse, c'est sensible. C'est très sensible. Donc il ne faut pas être trop critique si un jour on est obligé d'aller chercher un joker, parce que bon... Il faut faire le job. Il faut faire le job, voilà. On ne se rend pas compte des pressions et de la complexité que ça peut être des fois quand on voit un mec qui a un beau potentiel, qui est bon, mais entre être pas mauvais et franchir le cut et être un vrai équipier premier et avoir les galons, il y a un pas. Est-ce qu'on va revoir justement peut-être dès ce week-end, parce qu'il faut se projeter sur le match à Agen, quelle équipe va nous concocter Franck pour ce déplacement qui est crucial, je dirais, à Agen, parce qu'il va falloir absolument gagner, et peut-être même dire avec le bonus, parce que tout le monde y gagne, et tout le monde y gagne même avec le bonus offensif. Même Montpellier. Et même Montpellier. Tout le monde est gagné, donc de toute façon. Donc de toute façon, ils n'ont que des défaites, donc ils vont peut-être mettre un triste record, malheureusement, pour ce club historique. C'est pas rigolo. Mais donc ce week-end, c'est déplacement à Agen. Est-ce qu'on peut imaginer que, comme on l'a dit l'autre fois, les cadres sont de retour, donc est-ce qu'ils peuvent encadrer peut-être un ou deux jeunes qui iraient faire ce déplacement à Agen? Je ne sais pas ce que... ce serait l'occasion, c'est sûr. En plus, l'équipe est plutôt sur une dynamique positive, le classement est bon, tous les voyants sont au vert. Les blessures, ça se lège un petit peu, de plus en plus même.
hormis Étienne là, qui est le Avec dernier une coup grosse dur, blessure, dernier coup dur là, il a fini la saison. mais donc oui, je trouve que c'est le moment. Maintenant, il faut pas mettre un jeune pour mettre un jeune. Il faut mettre un jeune parce que c'est le moment pour lui aussi d'y être et de croquer. Faut pas que ce soit. Il faut l'encadrer. Voilà, c'est-à-dire que le jeune, il faut qu'il soit effectivement avec une ossature qui C'est tienne ça. la route, parce que c'est comme ça qu'il va mieux s'exprimer. Attention, il y a un gros coup à faire à Agen, parce que même après on sait que voilà, les pauvres ils galèrent, mais nous, comptablement parlant, c'est un match retard. Et Correcteur d'orthographe. Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'il rigole? Non, parce qu'il y a Aurélie qui. Les Juifs vont passer à une moyenne de 17 par match. Elle parlait bien des gifs, on est d'accord. C'était bien les Juifs en fait qu'il fallait lire. Ça a tiré l'œil, quoi. Ne rougis pas, Aurélie. Il y a une super OP à faire au niveau comptable de gagner. Ah, c'est sûr, il y a une belle OP. C'est crucial, je pense. Ça fait partie. Si il y a un incontournable, il faut gagner à tout prix. Voilà. Si tu veux rester dans le 6, il faut gagner là-bas. Quoi. Et même si tu peux rester dans le 6, pas dans le 4. Si on ne gagne pas là-bas. On peut rester dans les 4, surtout. Et on peut accrocher les 4. Et quand tu regardes derrière le classement, si pas Législaine peut l'afficher, mais on prendrait une sérieuse option sur la qualification. Oui, c'est sûr. Après tu as une grosse série qui arrive derrière, comme aussi. Donc on a cette grosse série, il faut prendre des points maintenant, parce qu'après tu as une grosse série et où les matchs vont se tendre de plus en plus. Donc avec les pressions des résultats et de la fin de la phase régulière, donc ça va être. On n'est pas décroché encore, on n'est pas encore sécurisé, loin de là. Il reste 8 à 10 matchs, puisqu'il y a quelques clubs qui ont des matchs en retard, mais ça va très vite, 8 matchs, ça va très vite. Ça franchit qu'à 10 points, c'est pas. Je te rejoins, l'autre, c'est qu'en fait, il y a un La Rochelle-Toulouse. Donc forcément, sauf s'il y a match nul, mais il y en a un qui va gagner, un autre qui va perdre. Donc ça nous rapproche de la tête du classement. Et derrière, il ne faut pas trop regarder dans le rétroviseur parce qu'on a Toulon qui reçoit Bayonne. Donc normalement, Toulon devrait faire la même perf que nous avons fait, nous, le week-end dernier, quoi. Ça souffle sur l'encolure quand même, on n'est pas décroché. C'est pour ça que les voyants sont ouverts, tout se passe bien, mais voilà, c'est pas tranquille, quoi. Mais on pourrait être vraiment, parce que quand on se rappelle quand même la saison qu'on vient de vivre, et les matchs et les défaites qu'on a pu avoir, c'est souvent des défaites de peu. D'ailleurs, il y a le goal average, on a un goal average très très largement positif, mais on a souvent perdu de peu à la dernière minute ou des matchs qu'on a l'impression qu'on ne devait pas perdre, et on pourrait avoir 8-10 points de plus et être premier ou deuxième. Donc en fait, je veux dire, l'équipe en ce moment, sur le fond de jeu, ça roule bien. Donc il faut espérer que, bien sûr, qu'on va gagner à Agen. Voilà, c'est pas leur faire à Agen, les pauvres. Je sais pas s'ils ont la tête tournée ailleurs, j'imagine. Ça va être difficile. C'est mais compliqué. Ils vont essayer d'accrocher, bien sûr. Ils vont se battre. Après, on ne sait jamais comment débute un match, mais ils vont se battre. Forcément, ils vont s'accrocher. Il faura être constant, c'est pareil, comme contre Bayonne, constant jusqu'au bout. Montpellier a peiné à faire basculer le match. Vous deux qui avez joué à ce niveau-là, dans la situation d'Agen, est-ce que dans le vestiaire, les joueurs peuvent se dire, tiens, on reçoit Clermont, on va essayer de faire un coup, parce qu'au moins, on parlera positivement de nous. Mais faut-il en avoir les moyens, en plus, au niveau de l'effectif, des joueurs L'ambiance ne doit pas être terrible, ça doit être la sinistrose un peu, et se préparer tous les matchs à vouloir aller au combat, et quand ils savent que c'est compliqué, on se lasse vite de ça. Voilà. Tu perds vite de l'énergie et tu as vite une spirale un peu, pas négative, mais une spirale sinistre, comme tu dis, c'est ça, c'est la sinistrose. C'est vrai que c'est presque une fatalité. C'est bon, allez, machin. Jaunard, là, les butins Gérondeau là, qui ont atterri là-bas, c'est vrai que là, ils doivent souffrir quand même. C'est clair que là. Et puis ils pensent à l'avenir aussi. Après, il faut certains sont peut-être en train d'essayer de trouver des clubs. Voilà, donc, alors d'un autre côté, il faut briller. De l'autre côté, il ne faut pas se blesser. C'est ça. Voilà. C'est ça. Non, après, il y a des joueurs comme un ancien Clermontois, Romain Briat, qui a fait ses armes, ses armes à Aurillac surtout, et qui a franchi les galons de la top 14 là-bas. Mais c'est ce genre de profil qui, eux, arrivent à sortir leur épingle du jeu. Parce qu'ils sont dans le combat toujours. C'est dans son tempérament d'être hargneux, volontaire, de ne pas lâcher le morceau. Mais c'est pas évident. Il faut une sacrée force de caractère, parce qu'il y a des moments, surtout devant là.
Tu prends des Ça remballés, fait mal, des en fait, remballés mine de et rien, des compagnie, fois, et que, le rugby, ça et fait que ça mal. pique, et qu'en plus tu repasses. Enfin, Je pense que, comme dit Christophe Rollo, là, le plus important ce week-end, ce sera de respecter cet adversaire pour pas connaître la même déconvenue. Faut toujours respecter l'adversaire. Contre Montpellier. Ouais, c'est sûr. Je ferai, par rapport à ce que disait Bertrand en parlant des points bonus, c'est vrai que cette année, on a récupéré pas mal de points bonus. On a récupéré de l'offensif, on le voit la semaine dernière. On a aussi du défensif et ça fait que l'on est bien positionné. Ouais. Et on parlait tout à l'heure que même le MHR gagnait à Agen. Et en fait, le MHR va peut-être s'en tirer avec les points bonus. Et puisqu'il est en train de se sortir des griffes d'Agen, puisqu'Agen, ils n'ont pas gagné, mais d'un éventuel barrage. Éventuel de Bayonne, voire de Pau, parce que Pau n'est pas loin non plus d'être au poste de barragiste. Et le MHR risque de s'en tirer avec ses points bonus. D'où et puis avec l'effectif qu'ils ont, le MHR, par rapport à Pau, Bayonne et Agen, ça serait quand même logique qu'ils s'extirpent. Normalement, il devrait. Oui. Donc pour rebondir sur des choses positives et joyeuses, on a une petite rubrique, Bertrand, une nouvelle rubrique qu'on appelle anecdote de vestiaire. Ah oui. Donc on compte sur toi. Merci Ghislaine pour le jingle. La berlingue a été très bon. C'est vrai. Ouais, la berlingue, je suis pas sûr d'être aussi bon que la berlingue là-dessus. À dire du jour, se régale. C'est beau. Et on n'a toujours pas de son. Mais c'est pas grave. Ça viendra. C'est pour le prochain, faut que tu le chantes à l'autre. On va chanter le prochain coup. Donc Bertrand, à toi, Bon, alors anecdote de vestiaire. Alors c'est plutôt anecdote d'avant-match, j'ai envie de dire. Quand j'étais jeune demi-mêlée, que j'étais avec un pack solide, il y avait des grosses préparations avec Michel Ringeval, grosses préparations qu'on faisait. Forcément, on sortait pas. On faisait ça au Michelin, dans la salle d'échauffement là. À l'ancienne. Et Christian Rison, capitaine. Et Christian Rison est appelé par l'arbitre pour aller faire le toss. Voilà, il va faire le toss. C'était match contre Agen, je crois. Voilà. Et il revient à 3 minutes du coup d'envoi. On est tous en cercle. À l'époque, ça chauffait quand même épais dans les avant-matchs. Ça a changé ça. Ça a changé ça aussi. Et il prend la parole une dernière fois et il dit: je les ai vus, ils sont blancs comme des merdes. Et alors il y a les avants, il est bouffé, et puis allez, les 3/4, on se regarde et on se dit: ouais, il manque quelque chose là. C'est les merdes pelletiers, si on précise pas, c'est vrai que ça, de toute façon, les discours d'avant-match, il y a toujours des cagades, t'es sûr dans les pépites. Simon qui avait dit: on va se mordre les dents aussi. Mais ça, on a eu droit. Ça, la berlingue, celle-ci, la berlingue la semaine dernière, il y a 15 jours, je veux dire, nous avons sorti le coup de Simon Berthaud. C'est ça, voilà, on va se mordre les dents. D'ailleurs, s'il nous écoute, on l'embrasse, Simon Berthaud. Celle-ci, et alors, on a été mauvaise langue parce que regardez les commentaires, il y a eu le son d'une jingle, donc bravo à Ghislaine et merci beaucoup surtout parce que on n'arrête pas de la chambrer et donc on peut la féliciter. C'est clair. Alors on remercie d'avoir parlé de Christian Risdon, c'est Guillaume Passelard. Donc, simplement pour les plus jeunes, il faut rappeler que Christian a été un talonneur de grande envergure. Ah oui, ça c'est sûr. Et pour répondre à Jérôme Martin, bon demi-mêlée à l'époque que j'admirais, il y avait forcément Jérôme Gallion et puis il y avait surtout Yves Lafarge à Clermont, voilà, qui a été mon maître. Voilà, il nous écoute peut-être. Oui, il est souvent connecté avec nous, Yves Lafarge. Et ben oui, parce qu'en plus, moi du coup, je t'ai envoyé la photo, donc j'ai la chance aujourd'hui sur le plateau d'avoir mon idole de quand j'étais jeune. De quand j'étais jeune. Jeune poussin de l'ASM. Moi, j'ai une anecdote avec Bertrand, je ne sais pas s'il s'en souvient. J'étais donc à l'époque où j'étais éducateur à l'école de rugby, et j'étais à Vichy. Et je ne sais pas pourquoi tu étais là, tu supervisais, donc il y avait Rousière, il y avait toute la... Et il me dit: mais t'as vu, t'es ici, tu fais honte au club, t'as vu ce maillot que tu as, etc. Et tu es venu... Et tu m'as filé ton maillot numéro 9. Ah bon. Ah putain, j'étais généreux déjà à l'époque. La classe. La classe à Dallas. Ça devait être Robert de Cid qui me l'avait donné. Il n'y a que les anciens qui peuvent connaître.
Pas sûr qu'on rentre encore, tu rentres encore dedans. Hein. Non, c'est ma fille qui le porte. Pour te dire. À l'époque, les maillots étaient quand même larges. À l'époque, les maillots étaient très larges. Ouais. Et Bertrand, pour répondre à la question, Bertrand a joué avec Michel Tonon. Bah oui, les 3 années que Michel Tonon était capitaine de l'ASM, j'étais avec lui, bien sûr. Alors, pour les nostalgiques, justement, on reviendra en fin d'émission sur cette époque de 86 où, justement, il y avait des Tonons, des Landes et compagnie, je crois, à l'époque. Ah oui, oui, Christophe Deslandes, bien sûr, ouais. On était coloc. Et oui. T'étais coloc avec Christophe. Ouais. Enfin, on avait un appart dans l'immeuble. Exactement. Ouais. Ça devait trembler les murs des fois. Plus d'un côté que de l'autre, bizarrement, quoi. J'ai joué avec le frangin, avec David. Oui, c'est vrai, d'accord. Ah oui, Racing Man. Oui. Et Christophe, voilà. Merci en tout cas Bertrand pour cette anecdote croustillante. Ouais. Merci à Christian Horizon. Merci à Christian Horizon. Bon, j'aurais pas dû parler du maillot parce que je vois Christophe Rollo attaque aussi. On peut pas être et avoir été. Hein, tout à fait. Il y a Géraud qui parle de Jérôme Gallion que tu as dû croiser quand même. Oui, bien sûr. On a joué contre lui. Oui. À Toulon, bien sûr. Moi, j'ai la particularité de m'être fait. J'ai terminé ma carrière par une expulsion à Mayol. Ah. J'ai pris un carton rouge à Mayol. Voyou à Mayol. T'as pris un rouge à Mayol. C'est ça. C'est quand même, ça marque quand même une carrière, ça. Je pars comme un prince. Je pars comme un prince. Voilà, c'est ça. J'ai rien à foutre, moi. Et qu'as-tu fait pour mériter ce carton ? On s'était battu avec Aubin Weber. Et Desclou, je crois que c'était Desclou l'arbitre, m'avait sorti moi, et il aurait pu sortir les deux parce que bon, c'était pas bien méchant, hein, ça avait pas tapé fort. Hein. C'était une bagarre de neuf. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ça s'est tiré un peu les cheveux. Il y avait un peu de public et tout ça, et ça avait chauffé. Voilà. C'était de la air bagarre. Et Weber aussi, c'était mon dernier match. Gallion, c'était mon premier, et Weber, c'était mon dernier. Voilà. T'as bien terminé là du coup. T'as eu combien de cartons rouges toi ? Un seul. C'est beau ça. C'est beau ça, terminé comme ça. Ça c'est la classe. Ça c'est panache. J'admire ça. Un 9, ça prend pas de carton. C'est le point commun qu'il a avec Zidane. Il y a Zidane et Bertrand Riou. C'est ça. Les deux. C'est ça. T'as Bruno Rigal qui demande avez-vous un partenariat avec le Stade Aurillacois pour les jeunes ? Alors on travaille avec eux, il n'y a pas vraiment de partenariat de signé, mais on travaille avec eux. Et là on travaille en ce moment, en particulier avec le staff pro, pour placer des jeunes joueurs du centre qui pourraient par soit un prêt, soit être libérés pour aller à Aurillac. D'accord. Et Roméo qui fait du bon boulot. Oui, Roméo, dont on a le fils d'ailleurs. Oui. Ouais. On ne reviendra pas sur les résultats du top 14, on a jeté un œil sur le classement. Jean-Luc, si tu veux. Donc on a parlé du MHR qui a gagné à Agen. Moi j'ai suivi une fin de match, puisque c'était à la même heure que le match de Clermont, j'ai suivi la fin de match des Coujoux contre Bordeaux. Ils se sont arrachés. Ouais. Urios, il était un peu colère quand même. Il boudait un peu quoi. Il a mangé ses lunettes. Il était un peu colère quoi. Après j'ai vraiment vu à toute fin, donc je peux pas me permettre de juger la fin. Je suis vraiment tombé dessus. J'ai dû voir 3 actions, donc je peux pas évaluer ça quoi. Mais quand je vois les réactions de Christophe Urios, je me suis dit ça a dû être une fin un peu épique. Sinon, on parle des Racing Man qui ont toujours du mal à gagner dans leur salle. Mais ils finissent par gagner. Mais ils gagnent. Castres, ils se font chier, mais ils gagnent. C'est compliqué, mais ils gagnent. Ils avaient fait ce qu'il fallait au début, le Racing, et puis les Castrés n'ont pas lâché, comme d'habitude, je dirais. Mais, les Castrés, c'est toujours compliqué. C'est une équipe toujours pénible à jouer, difficile à jouer. C'est marrant. C'était un club où je détestais. Je détestais jouer contre eux. C'était toujours difficile. À l'extérieur, à domicile, n'importe où. Ils se construisent là-dessus aussi. Hein. Ils aiment ça. Ouais, mais c'est leur marque de fabrique. Hein. On nous parle du Loup. Phil Blue dit tu suis un peu le Loup, ce qu'ils font. Bon, tu suis Pierre. Forcément. J'ai joué 14 ans au Loup aussi. Hein. Oui, et en fait, le Loup a fourni beaucoup de demi-mêlées en Auvergne, puisque toi, tu es venu à Montferrand et il y avait Christian Vallat qui jouait à Vichy, qui venait du Loup aussi. Oui, et puis il y avait aussi Jean Lacampagne. Il venait du Loup, Jean. Je croyais qu'il venait de Pau. Et je crois que Jacques Pinault
a joué aussi au Loup. Il n'était pas demi-mêlée, Jacques Si, Pinault si, ça, donc il a joué aussi au Loup. Voilà. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, donc on est quelques-uns. Et la campagne il vient de Lyon. Et il a joué à Lyon. Et il vient pas de Lyon, mais il a joué Oui, il a joué à Lyon. Lyon, d'accord, je ne sais pas. Il me semble. Ah oui, sûrement. Et alors ce Loup. Et ce Loup, forcément que je les suis parce que j'ai un frère qui habite encore à Lyon, donc on se branche. Ouais. Il a gagné le match qu'il fallait gagner contre le Stade Toulousain. Ouais. Bah, eux, ils avaient intérêt parce que là, ils étaient sur une spirale négative. Ils enchaînaient les contre-perfs, les blessures. C'était une phase compliquée et là, ça passe ou ça casse. Hein. Donc là, ça leur permet de continuer à espérer. Maintenant, c'est pas encore fait parce qu'ils sont à 4 points, je crois. 4 points, ils sont 8e. C'était surtout un match de très très bon niveau, ce Lyon-Toulouse, là, parce que Toulouse n'a pas fait le déplacement à vide. Il a fallu un gros match de la part des Lyonnais pour que ça bascule de leur côté. Hein. Une grosse défense, parce que les Toulousains ont envoyé du jeu, ils ont encore sorti quelques jeunes qui sont assez monstrueux. Et un bon Noah Nakaitasi, heureusement. Noah était bon. Il s'est refait une santé. Ouais, il va bien. Moi, j'ai été un peu déçu des Toulousains, par contre. J'ai trouvé moins. Ils n'ont pas pu passer moins rayonnant. Alors, certes, ils sont tombés sur une grosse défense de Lyon qui a vraiment fait le job. Ils ont vraiment fait un gros boulot. Et je pense que c'est vraiment là où ça s'est construit. C'est que justement, les avants toulousains, on parle toujours du jeu à la toulousaine, mais ça se construit sur un gros paquet qui avance toujours. Et justement, les avants lyonnais ont fait une grosse partie, même si ça a été un peu compliqué par moment, mais ils ont fait une grosse partie. Et c'est ce qui a permis d'asseoir, de construire la victoire des Lyonnais. Mais ça a été, c'était un match intéressant. Mais c'était plaisant. Les Toulousains, justement, dans la difficulté, pour une fois qu'ils sont accrochés, et ils ont peu le ressort. Alors bon, c'est un match de championnat, mais c'est pas un match de phase finale, mais ils ont peu ce ressort-là. Il y a un message qui est passé en disant difficile de gagner à Castres. Je ne sais plus qui l'a passé. J'en profite pour passer la balle à Bertrand, puisque les jeunes, les espoirs sont allés gagner à Castres. Il me semble. Pas plus tard que la semaine dernière, c'est ça, pas plus tard que samedi. 22-17. 22-17, ouais. Ils sont 4e, donc leader. Et ce qui est étonnant, c'est que tu vas nous expliquer les deux leaders, donc Perpignan, c'est Lyon, l'USAP et Grenoble. Et Grenoble, pardon, et Lyon est 3e. Mais ils ont plus de matchs que nous aussi. Alors après, avec le Covid, on doit avoir 2 matchs en retard par rapport aux autres. Voilà, donc nous, on est plutôt bien positionnés. Peut-être pas pour aller accrocher le Perpignan qui est bien devant, mais pour essayer de se qualifier 2e. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Donc si on avait la bonne idée de battre Castres match retour, puisque c'est ce week-end, match retour à la maison, le match de Castres, puisque l'autre c'était un match reporté Covid. Voilà. Et quand on aura récupéré nos matchs en retard, match de Brive aussi en retard, voilà, ça sera le vrai classement qui est voilà, il va être important. Le match de Brive va être charnière. Ouais. Voilà, et donc on a gagné un bon match de rugby avec énormément de vent. Heureusement qu'on menait 22-17 parce qu'après 22-0 et parce qu'ils sont revenus, ils ont marqué 17 points d'affilée, les Castrais, et à la fin on commençait un peu à tirer Ils ont fait comme leurs aînés contre le Racing un petit peu, quoi. C'est ça. Ouais. Tu les suis ces matchs, tu vas les voir là c'était télévisé via Facebook du Castres Olympique. Non, Castres Olympique. Ouais, Castres Olympique. Et les nôtres sont télévisés aussi sur Sport Auvergne. Voilà. Donc non, je me dépasse pas pour voir les matchs des espoirs. Je vais plutôt voir d'autres matchs quand il y en a, parce que malheureusement aujourd'hui l'ensemble de nos équipes, les équipes de jeunes, tout est à l'arrêt, hein, bien sûr. Les cadets et les Crabos, ils auront fait 2 matchs cette année et très certainement que la fédération va nous annoncer cette semaine que les championnats sont gelés et que c'est une saison blanche. Est-ce qu'on est en train... D'ailleurs, j'allais te poser une question, Jean-Luc, c'était peut-être la même que toi. D'ailleurs, Bertrand, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier des générations de joueurs? Est-ce qu'on n'est pas en train, de sacrifier les étudiants et les scolaires et tout ça? C'est sûr que tout le monde se sacrifie un peu en ce moment. Et là, ceux qui ont 15, 16, 17, 18 ans, c'est vrai que c'est les meilleures années de la formation du rugby. Ceux-là, ils font pas d'opposition aujourd'hui, hein, donc c'est vrai que ça va leur manquer. Hein. La Fédé parlait alors c'était à l'étude, mais même si je trouve que l'idée peut être bizarre, c'était de geler cette année, de repartir, de redoubler. De faire un redoublement. Je ne crois pas que ça va passer, ça. Je pense pas non plus parce mais ils l'ont évoqué. Donc
l'initiative était intéressante parce qu'ils conçoivent, comme tu dis, à l'autre, qu'il y a une génération qui ne va pas pouvoir s'exprimer, qui ne va pas pouvoir se construire, donc il y aura un coup, mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. Et c'est vrai que trouver des solutions pour pallier à ça, c'est pas évident. Non. De toute façon, c'est 2 ans, c'est quasiment 2 ans maintenant qu'il y a de retard. Ah bah oui, 2 ans. Et c'est vrai que c'est triste, hein, moi, pour en côtoyer qui sont des jeunes moins de 15 de l'ASM. C'est vrai que c'est très triste pour eux, parce que c'est vrai que c'est les meilleurs moments, comme tu le disais, Bertrand. Ouais. C'est que, voilà, mais bon, eux, parmi tant d'autres, quoi, le rugby amateur en général. Tout le sport en général. C'est une catastrophe. Ouais. Il y a que les mecs qui nettoient les carreaux, sont contents, il y a moins de traces de cul sur les, sur les carreaux. Effectivement. Un petit mot, Phil Blue, parce qu'on va conclure sur ces résultats. Oui. Donc, du centre de formation. Effectivement, les filles de l'ASM Romagna, de nos amis Ribérol et Farjas et Annick Hérault ont gagné. Elles sont invaincues 27-10, je crois que c'était contre Bordeaux. Ouais, c'était un match assez compliqué parce que beaucoup de vent sur le plateau, là-haut, de Romagna. J'ai regardé un petit peu le match et c'est vrai que ça a faussé un petit peu la rencontre, mais elles ont fait le job pour s'imposer face aux Bordelaises. Là. Et donc elles sont à 6/6, là. Donc très bien, félicitations aux filles qui carburent bien. Perso, je m'excuse, mais je ne l'ai pas regardé, mais Aurélie Post-Café avait vu que je ne regardais pas parce qu'elle en guirlandais. Tout à fait. Alors Aurélie, je regardais la perche, c'est vrai, où ça a été une surprise aussi, puisque le frangin a battu le frangin. Voilà, c'est ça. Donc c'est un Lavé-Lény qui est champion de France, mais c'est pas Renault. Donc comme l'heure tourne, je vous propose de passer sur les résultats de Pro D2 que vous trouverez sur les différents sites rugby. Simplement, on peut dire que Vannes a perdu sa première place et il risque d'avoir une fin de saison compliquée, les Vannetais, là, parce que les gros, que ce soit Perpignan, que ce soit Oyo, tout le monde est en train de se réveiller. Après, c'est sûr que... Et puis surtout, nos collègues Cantalou. Les Cantalou, maintenant, ils sont à l'abri, quoi. Ils ont pris une grosse correction à Grenoble. J'ai l'impression que leur objectif, c'est de gagner à la maison pour rester dans la saison pour construire l'année prochaine. Il y a une question de Muratoise, notre fidèle supportrice. A-t-on le droit d'aller voir les espoirs, nous, supporters? Non, pas plus que les autres, malheureusement. C'est huis clos aussi pour les espoirs. Tous les matchs sont à huis clos. Sur Internet. C'est triste aussi. Et par contre, sur Sport Auvergne, ça sera diffusé ce week-end. À 16h, j'ai dit, c'est samedi 16h. Samedi 16h pour les espoirs. Ouais. Très bien, on pourra voir les espoirs sur Sport Auvergne. Bertrand, on va profiter de ta venue pour que tu nous expliques un petit peu comment fonctionne le centre de formation de l'ASM. Parce que c'est vrai que on a cette très grosse force, c'est de sortir chaque année quand même des pépites, comme je les appelais tout à l'heure, des très bons joueurs, des très bons jeunes qui percent soit à haut niveau chez nous dans notre club ou ailleurs, comme on a pu voir récemment Donovan Taoufifénois par exemple. Et, donc déjà d'un point de vue structurel, on va dire. Je vous vois venir. Déjà, parle-nous un peu d'un point de vue structurel du centre de formation. Qui travaille dans le centre de formation? Donc toi, tu es à la tête de tout ça, mais qui bosse avec toi? En fait, le centre de formation, il y a un bâtiment déjà qu'on a construit avec le Clermont Foot, 1800 mètres carrés, qui sont dédiés à la formation des joueurs et qu'on partage. Sur la section rugby, on est 14 permanents. Et on peut dire que sur les 14 permanents, il y en a une dizaine qui sont consacrés au fonctionnement du centre de formation, sur la partie préparation physique, sur la partie entraînement et sur la partie aussi vie scolaire et vie sociale. Voilà. Puisque l'objectif des centres de formation, c'est bien sûr d'amener les joueurs au plus haut niveau et de les faire signer pro chez nous, mais c'est aussi de les accompagner dans leur insertion professionnelle ou dans leur reconversion professionnelle, de préparer l'avenir. Pour que si le rugby marche bien, qu'ils puissent se reconvertir par la suite, ou si le rugby ne marche pas, ce qui peut être le cas aussi, ils n'aient pas mis tous les œufs dans le même panier et qu'ils puissent rebondir. Voilà. Donc on a 30 joueurs, globalement c'est l'effectif maximum, on a en moyenne entre 25 et 30 joueurs au centre de formation. Voilà. Donc de plusieurs catégories d'âge. C'est 28 et entre 16 et 23 ans. D'accord. Voilà. Mais nous, on est plutôt entre 16 et 21 ans. Voilà, c'est la politique du club, c'est d'avoir des jeunes
joueurs à gros potentiel, de les amener rapidement s'entraîner avec les pros et de les faire évoluer rapidement avec les pros. Et si à 21 ans, ils n'ont pas joué pro chez nous, s'ils ne s'entraînent pas régulièrement avec les pros chez nous, ils peuvent basculer dans un autre centre de formation ou éventuellement tenter leur chance ailleurs en Pro D2 ou dans un autre club de top 14. Au niveau après de l'entraînement de ces jeunes, donc il y a des entraîneurs dédiés dédiés au centre, formation. mais qui sont en même temps les entraîneurs de l'équipe Espoir. D'accord. Et ils s'entraînent tous les après-midi, hormis le lundi. En fait, ils ont une semaine qui est globalement le lundi est consacré aux études. Ensuite, tous les matins de la semaine, c'est consacré aux études. Donc, ils ont des parcours, quel que soit leur parcours. On fait un aménagement avec nos partenaires académiques, que ce soit les lycées ou l'université. Et puis les après-midi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi, ils sont au terrain, où ils enchaînent vidéo, préparation physique, soins et entraînement collectif. Et tu as un pourcentage de réussite sur un joueur, de combien à peu près? Combien de pourcentage de joueurs passent pro? Les statistiques, depuis que le centre existe, 1 sur 3 signe pro à l'ASM, 1 sur 3 signe pro ailleurs et 1 sur 3 signe pas pro. D'accord. Et sur les joueurs qui rentrent au centre de formation. D'accord. Okay, aujourd'hui, mes statistiques, après, il faudrait que j'affine, mais il y a entre 65 et 70 joueurs qui sont pros et qui sont passés par notre formation. Qui sont pros, soit à l'ASM, c'est là où il y en a le plus, bien sûr, et puis d'autres sont pros en Pro D2 ou en Top 14. Ça représente, globalement, on a formé 7% des joueurs qui sont pros aujourd'hui. Il y a une question qui est passée. Dans l'encadrement, il y a des anciens joueurs qui ont été professionnels dans l'encadrement des jeunes, non, comme Berg, etc. Laurent Burg entraîne les moins de 16. Oui. Après, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça parce que je regarde Adèle, Cyril et Johan sont des joueurs qui sont passés par le centre de formation. Cyril qui entraîne les 3/4 l'équipe Espoir et puis Johan qui entraîne les Crabos avant sont passés par le centre de formation, mais ils n'ont pas été pros. Et non, après, sinon Laurent Burg, effectivement, a été pro à l'ASM à Brive et à Grenoble. La question, c'était pourquoi il ne reste pas, parce que sûrement quand tu es professionnel, tu vas vers d'autres horizons. Oui, pas forcément... et puis tout le monde n'a pas envie d'être entraîneur, en plus de ça, tout le monde n'est pas forcément orienté sur entraîner une équipe de jeunes à l'ASM ou ailleurs. Alors tu parlais tout à l'heure donc de la structure qui avec une partie vie scolaire pour la gestion de l'aménagement, je suppose, de l'emploi du temps de ces jeunes joueurs. Est-ce qu'on peut encore à l'heure actuelle parler du double projet? Est-ce que vraiment ces jeunes joueurs arrivent à mener de pair des études et le rugby de haut niveau? C'est pas le plus simple, mais c'est ce qui nous anime. Vraiment, c'est cette volonté-là qu'ils sont dans un cadre très très professionnel d'un point de vue rugby, et je pense vraiment qu'à l'ASM, tout est vraiment mis en place pour qu'ils puissent se développer et progresser et aller au meilleur niveau de leur potentiel. Mais après, c'est ce qui nous anime aussi, c'est de les accompagner sur le double projet. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des jeunes qui sont très très scolaires et qui n'ont pas de problème et avec lesquels on fait un aménagement et ça roule, et puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins, et pour cela il y a beaucoup d'énergie à dépenser, mais c'est le but de notre métier que de faire en sorte qu'on arrive à trouver une formation et un accompagnement pour chacun de ces jeunes. Voilà. Et heureusement qu'on a des partenariats avec l'université, avec le rectorat, avec la Cité de tous les talents, un dispositif qu'on a mis en place à Clermont-Ferrand et qui nous aide beaucoup dans ces aménagements-là. Donc voilà, c'est notre volonté que le double projet, de toute façon, c'est la particularité du sport de haut niveau en France, et dicté par le ministère des Sports, c'est l'obligation à ce que les jeunes qui sont en centre de formation aient un parcours sportif, mais aussi un parcours scolaire ou universitaire. Tu peux nous parler des signatures, puisqu'on a vu passer, c'est pas un secret. Alors j'ai peur d'en oublier, mais je veux bien. Mais donc il y a un talonneur qui s'appelle Boudou. Boudou, c'est autre chose. Boudou, c'était l'homme à roulette. Mais patin à roulette. Ouais, j'allais dire le mec qui va jouer en patin à roulette. Ouais, c'est ça. Alors Benjamin Boudou, mais qui a signé un contrat mixte, ce qu'on appelle, c'est 2 ans au centre de formation et 1 an de contrat pro derrière assuré.
Un pilier qu'on a vu, c'est, je vais dire, pour faire Bibi, court, Bibi, hein, Bibi, c'est ça bien sûr, aussi pareil. Bibi qui vient de s'engager avec le club pour 3 années, 2 ans en contrat espoir, donc en convention de formation, et 1 an de contrat pro derrière. Alors, il ne doit pas être tennisman, mais on dit beaucoup de bien d'un 3e ligne qui s'appelle Kevin Noah, c'est ça? Kevin Noah, il n'est pas tennisman, mais c'est pareil, il vient de s'engager avec le club aussi, 3 ans, donc il n'a pas encore joué avec les pros celui-là, mais ça ne saurait tarder. Et je pense que Alex appréciera. J'ai entendu parler. On parlait de Betham et on parlait que la jeunesse poussait. Il y a un dénommé Rosière. Thomas Rosière, donc, qui a déjà joué en équipe pro, qui est un pur produit de notre école de rugby, qui a commencé le rugby à l'ASM et qui a joué et été titulaire en un match de top 14 à Castres cette année. Voilà, donc ça c'est une vraie satisfaction. J'ai envie de dire, les 3 joueurs dont on a parlé, c'est des joueurs qu'on a recrutés. C'est notre cellule de recrutement qui était allée les chercher il y a 2 ans ou il y a 3 ans, et on ne s'était pas trompé et on est très content. Mais aussi, cette année, on a eu une vraie satisfaction de signer des joueurs de notre bassin, de notre cru. Et alors c'est là que j'ai peur d'en oublier, mais que ça soit Enzo Bartin, que ce soit Thomas Duchesne, le fils de, bien sûr, Jean-Maxence, Jules Rosette, Lionel Mermans, Amona Artaud, et c'est là que je vais peut-être en oublier. En tout cas, il y a vraiment des joueurs qui sont de notre bassin, pratiquement pour tous, et qu'on a accompagné déjà depuis 2 ou 3 ans, et qui intègrent le centre de formation cette année. Et c'est des joueurs qui sont vraiment très bien considérés et très bien notés par la Fédération française de rugby. Donc c'est l'avenir. Et puis on a aussi 3 très grosses signatures qu'on vient de faire, et Aurélien a œuvré justement pour ça. Baptiste Jonot, qui vient de Biarritz, Léon Darry-Carrère, fils d'eux, voilà, 3 quarts centre, et Cyriaque Guilly, qui nous vient aussi de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc on a fait un super coup, et j'ai envie de dire presque, et de rebondir sur le fait que Léon Darry-Carrère nous rejoint. Ça fait plaisir de voir que, comme Alain Penaud nous avait envoyé son fils, David Darry-Carrère, qui connaît le rugby quand même, qui sait ce que c'est que la formation, qui a été entraîneur des équipes de France moins de 20, c'est à Clermont qu'il envoie son fils. On est très fiers de l'accueillir, et on va tout faire pour qu'il suive les traces de Damien Penaud. Il y a un garçon qui vient du Zimbabwe. Zimbabwe, oui. TJ. Maruga Nyanga. Donc là, c'est un travail via des vidéos, ça, par contre. Il n'est pas encore arrivé jusque nous, mais par contre, on a acté sa signature. Arnaud, j'avais une question par rapport à l'avènement des joueurs pros. Est-ce que les GIFs ont changé quelque chose réellement, Bertrand, dans la façon ou dans le quota d'amener des joueurs français en équipe première? Est-ce que ça a quand même ouvert les portes ou pas du tout? Oui, ça a ouvert. Oui, bien sûr. Ça a fait de toute façon repenser la philosophie de l'ensemble des entraîneurs et des présidents du top 14 et la Pro D2. Donc oui, ça a eu un impact. Et on se tourne beaucoup plus vers les joueurs du territoire qu'à l'extérieur maintenant, parce qu'effectivement, on est limité par le nombre de joueurs étrangers qu'on peut aligner. Alors, je peux peut-être répondre à Sylvain Labert, ça nous permettra de parler des Fidji, puisqu'il dit, avons-nous encore des approches avec la formation fidjienne? Oui. Donc fidjienne, là on a un partenariat qui est signé, qui fonctionne encore pendant 1 année, mais qu'on va certainement reconduire, avec une académie à Nadroga. C'était le club de Nalaga et de Noah Nakaitasi et de Kini Muri Valu, et puis de Peseli Yato, voilà, après et Ouwa Tavalo aussi. Ouwa Tavalo, bien sûr, était passé par Nadroga, voilà. Et puis aujourd'hui, on a 2 Fidjiens, Ratul John et puis Mezake, qui sont avec nous et qui viennent de cette province. Donc qu'on accompagne, nous, on y va régulièrement. On les accompagne sur la structuration de leur académie, et puis eux, le jour où il y a vraiment un joueur qui a du potentiel et qui a aussi envie de voyager, ils nous l'envoient, et bien souvent il reste avec nous 6 mois, et en fonction de ces 6 premiers mois passés, on voit si il reste avec nous ou s'il rentre, ou s'il va dans un autre club, si on pense qu'il n'a pas le potentiel pour devenir pro chez nous. Oui, alors donc tu l'as signalé, la réelle nouveauté justement c'est l'avènement de ces joueurs issus du bassin auvergnat, parce que c'est vrai que malheureusement
en Auvergne, on était un peu victime un peu du manque de nombre de licenciés déjà en termes de quantité. Et donc il y a certainement dû avoir un travail peut-être de votre part aussi avec les clubs auvergnats pour voir enfin arriver des joueurs issus de la région et non pas 100% issus du recrutement qui peut être fait chez des moins de 18 ans, quoi, par exemple. Bah là, moi, je vais parler comme un vieux, hein, que je suis, mais c'est vrai qu'avant, c'était tous contre la SM un petit peu, hein, que ce soit à Rayon, le Sac Clermontois et tout ça, les matchs de jeunes, c'était vraiment, il fallait se battre contre la SM. Aujourd'hui, tout le monde bosse avec la SM ou la SM bosse avec tout le monde. Vraiment, on a signé un partenariat avec Rion il y a 3 mois de ça, on en signe avec Issoire aussi, et puis que ce soit Pont du Château. Et les joueurs aujourd'hui qu'on a, les Kylian Tixeron, les Théo Giral, les Gabin Michet, voilà, sont des joueurs qui sont vraiment issus, et moi je ne dis plus maintenant de notre école de rugby, ils sont issus de notre bassin. Et ça, c'est un travail de longue haleine, un travail de la section rugby, qui porte ses fruits maintenant, et vraiment là on a des joueurs de qualité qui arrivent. Je pense qu'on n'en loupe pas un de chez nous. Voilà. Après, est-ce que ça sera suffisant? Parce qu'on a forcément moins de monde qu'en région parisienne. En région parisienne, quand nous on sort un joueur, ils peuvent en sortir presque 10. Ils sont tellement denses en termes de population. Donc forcément, quand on regarde aussi la région parisienne, et que ça soit Kevin Noah ou Bibi, ils viennent de la région parisienne. Mais en tout cas, notre volonté, c'est de faire en sorte que les clubs autour se développent, autour de Clermont, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait des équipes, il faut qu'il y ait des joueurs, il faut qu'il y ait des gamins qui jouent au rugby, et de tous ces joueurs qui jouent au rugby, il faut que les meilleurs ils puissent venir chez nous, tenter leur chance, et évoluer au meilleur niveau possible. Alors, une question qui a été souvent posée et qui a fait polémique sur ce plateau même, on en a assez parlé même avec Alex, c'est justement, on en parlait en off de Donovan Taofifenua, qui donc... Ça amène des critiques de la part des supporters. Et quand on voit réussir Donovan au Racing, on se demande justement comment on fait le choix à l'instant T de dire on prend Donovan, on prend pas Donovan, on prend un autre. Enfin, comment on prend ces types de décisions? Je comprends bien. Donc après, il faut bien remettre le cas Donovan dans le contexte. C'est que Donovan, on voulait le garder, nous. Voilà, après, c'est le rôle du marché qui fait que le Racing a trouvé des arguments, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plus forts que les nôtres. Voilà. Mais nous, on lui a fait une proposition, il a eu une proposition écrite de contrat qu'il a refusée. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que le Racing nous a payé une indemnité confortable. Mais ce n'était pas le but que de toucher une indemnité, mais en tout cas, on lui avait fait une proposition qu'il a refusé parce qu'il a pesé le pour et le contre entre ce qu'on lui proposait au Racing et puis ce qu'il avait à l'ASM. Il connaissait le club, je pense qu'il aurait peut-être aimé jouer un peu plus tôt, peut-être, mais il aurait explosé chez nous aussi, c'est inévitable. Hein, voilà. Après, il y a aussi... moi, je ne souhaite que du bien, que du bonheur à Donovan. Il y a aussi des éléments qui rentrent en compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que... à l'époque, tu avais Damien Penaud qui explosait, Raka, les deux qui... Et donc 20 ans, 21 ans et 18 ans. Oui. Et lui qui arrivait derrière, donc c'est sûr que pour s'épanouir en tant qu'ailier, c'est pas le meilleur endroit. Racing, c'est vrai que c'était pas la facilité non plus. Ah non, mais je dis pas que c'est facile d'aller au Racing mais là, c'est vrai dans les profils, c'était des profils jeunes qui correspondent à ça. Non, mais je suis content de te l'entendre dire que le vœu d'ASM c'était de le garder, mais que l'offre faite par le Racing, pas forcément que financière, je suppose. Non, je dis pas ça parce qu'en fait il avait envie de jouer, voilà, il avait envie de, et donc mais simplement voilà, nous après on n'est pas propriétaire du joueur. Et donc, effectivement, on avait un droit de priorité, parce qu'il était de notre centre de formation, donc on l'a acté, on a fait la proposition, et bon, il l'a refusé. Voilà. Mais il a eu raison, la preuve, tout de suite, il est arrivé, et il a joué immédiatement. Et ça, tout de suite, le terrain synthétique lui convient bien. Voilà. Et donc, c'était inévitable que ça allait marcher pour lui. Hein. Voilà. Bah c'est un peu comme nous avec Canal+, quoi. Ils voulaient nous faire signer et non, on a accepté Carver. Ouais, tu préfères pour faire la moquette ici, quoi. Après, c'est vrai que du coup, toi, en tant que directeur du centre de formation, tu peux aussi te vanter d'une belle réussite parce que tous les joueurs, bien sûr, ne jouent pas à l'AS Montferrand, mais on voit après pas mal de joueurs alimenter les clubs de top 14, de Pro D2. Il y a des carrières pro qui se font à la
sortie du centre de formation de l'ASM. Après, c'est vrai que Clermont a toujours eu, même moi de ma génération, il y a toujours eu cette force de centre de formation. Il y a toujours eu de très bons jeunes, il y a toujours eu cette... À l'époque, c'était avec Claude Arnaud, c'était pas structuré comme maintenant, c'était différent, mais c'était novateur, parce que ça n'existait pas. Tu avais les sports études ou rien. Et là, l'ASM avait déjà, à l'époque, compris qu'il fallait miser sur les jeunes et qu'ils avaient mis cette importance, c'était multisportif. Oui. Et puis il y avait aussi la manufacture Michelin, il y avait l'école Michelin aussi à l'époque, il y avait des footeux, il y avait des basketteurs, des basketteuses, voilà. Et c'est issu de cette construction-là. Pour parler d'avenir, Bertrand, c'est quoi le vecteur de progression pour toi, pour le centre de formation? Sur quoi vous travaillez pour faire évoluer les choses dans le bon sens? Là on est à saturation un peu. Je rajouterais à la question d'Arnaud, c'est que j'ai le sentiment, puisque tu as dit que Rangeval était venu visiter, etc. Donc j'ai l'impression qu'on avait beaucoup d'avance, on est beaucoup visité. Oui. Vannes fait un centre, est en train de monter un centre aussi, etc. Tous les clubs sont obligatoires. Comment vous allez faire pour avoir toujours cette longueur d'avance? Il faut j'ai envie de dire, je lance un message là, mais on commence presque à être à saturation. C'est-à-dire que dans le même temps, notre dynamique qu'on a créée avec le Clermont Foot, elle paye parce que vous voyez bien que le Clermont Foot aussi, il progresse. Voilà. Et donc, le centre qui a été créé pour accueillir une 60aine de joueurs, aujourd'hui, il devient presque à saturation. Donc, il va falloir qu'on s'étende, il va falloir qu'on ait un terrain certainement synthétique supplémentaire, voire une partie couverte, parce que beaucoup de clubs investissent sur des terrains couverts maintenant pour pouvoir s'entraîner dans tous les temps. Voilà, donc on est encore devant, mais tout le monde pousse, tout le monde bosse. Je dis devant, en termes d'infrastructure, parce que peu de clubs ont un centre de formation comme le nôtre. Voilà. Ils ont souvent, ils travaillent avec les pros et ils partagent souvent le même équipement. Nous, on a cette chance à Clermont. Alors c'est une chance, et puis après il faut savoir travailler quand même avec ce dispositif-là, c'est qu'on a deux structures séparées, et donc on fait la bascule, les joueurs qui montent, les joueurs qui descendent, mais ils s'entraînent dans deux espaces différents. Voilà. Mais d'ailleurs, la question que j'avais à te poser, Bertrand, par rapport à l'évolution future, parce que quand tu prends le Clermont Foot, qui fait partie de la structure globale du club, il y a deux entités différentes. Il y a l'ASM Omnisport dont tu fais partie et l'ASM Rugby professionnel, l'ASM Clermont-Auvergne. Et est-ce qu'à l'avenir, on gardera ces deux structures ou il y aura un rapprochement entre les professionnels et le centre de formation? Ça, c'est administrativement, on a le choix. En top 14, il doit y avoir 9 clubs qui ont leur centre de formation rattaché à la SASP, à la structure pro, et il y a 5 clubs qui ont leur structure attachée à l'association, et nous, le club association et l'histoire du club fait que le centre de formation a été rattaché, et le financement et le modèle économique a toujours évolué justement dans ce modèle-là. Alors je sais pas, moi je lis pas dans le Marc Café, mais aujourd'hui c'est pas prévu qu'on change. Voilà. Aujourd'hui, le centre de formation reste à l'ASM Omnisport, c'est la culture du club et on a l'habitude de fonctionner comme ça. Le patron, c'est Pascal Thibault. Le président de l'ASM Omnisport, c'est Pascal Thibault. Et le président de la section rugby, c'est Gérard Bertin. Donc toi, ton président, c'est Pascal Thibault. J'ai 3 présidents. Moi, je travaille pour Jean-Michel Guillon, pour Pascal Thibault et pour Gérard Bertin. Voilà. C'est pratique, quoi. Choisis celui qui va bien. J'avais oublié Gérard. Bon, merci en tout cas, Bertrand, de nous avoir éclairé sur le centre de formation. On va terminer l'émission sur notre rubrique photos souvenirs. Donc, vu que les jingles fonctionnent et qu'on a du son, merci Ghislaine. On aurait blanc le coup. Ouais. Et oui, photos souvenirs où on va revenir sur je pense, on l'a pas à l'écran, sur voilà. Il est là, je me pousse. Non, mais il est là, il est en face. Alors, le mec derrière toi, il est vachement plus beau. Donc, alors là, attention, vas-y Bertrand, explique-nous ce que c'est ce trophée, parce que. Alors ça parle aux anciens, ça parle pas aux plus jeunes, mais le Challenge du Manoir, c'était à l'époque une sorte de Coupe de France des clubs sur invitation, compétition organisée par le Racing Club de France. Voilà. J'ai eu la chance de le gagner en 86.
Et je peux même vous dire que j'en ai un morceau à la maison. Voilà. Parce que il avait souffert, il y avait ce qu'on disait, il y avait 2 oreilles et la queue. Et moi j'ai récupéré une oreille. Voilà. Bon, il était refait tous les ans, un peu comme le bouclier de Brennus. Je devrais pas le dire, mais moi j'en ai un morceau à la maison. C'est ça, c'était quand du manoir Le Dumanoir s'est arrêté quand le rugby est devenu pro, je dirais en 95. 95. Non, parce que moi, j'ai commencé en 96 et je pense que j'ai dû faire une série, quoi. Peut-être, mais c'était la fin, quoi. Quand le rugby est devenu pro, voilà. C'était organisé par un club. Au pire, Alex, ils t'ont vu jouer, ils ont dit bon, allez, on arrête. C'est possible aussi. Et le trophée avait changé de tête, de toute façon, les dernières années. Je suis sûr qu'Arnaud a un souvenir sur le Dumanoir. Ah bah oui, parce que bon, moi j'étais à l'école de rugby à l'époque, hein, Jean-Luc, on avait vu le match avec l'école de rugby parce qu'on avait fait le 86 tournoi à Brive, en 86. Ouais. Et c'est vrai que là, c'était une génération dont tu vas pouvoir nous parler, parce que quand on regarde les marqueurs d'essais, ça parle quand même, parce que 3 essais de Marocco, Nicole, Rison. Je ne me trompe pas. Eh ben non. Et puis donc les points au pied, c'était Farinck. Voilà. Didier Farinck. Le regretté Didier Farinck. Et oui. Donc et Grenoble qui n'avait marqué que les points au pied, un drop et 4 pénalités d'un dénommé Mathias, dont je n'ai pas de souvenir. Mais... Mathias, Mathias, un très bon ouvreur de Grenoble et de Valence, formé à Valence. D'accord. Voilà. Et qui est décédé dans un accident de voiture. Oui. Et donc c'était à l'époque, c'était Michel Tonon le capitaine. Oui. Voilà. Et on menait assez facilement jusqu'à ce que Ringevall décide de faire entrer Jackie Brougiroux pour les 10 dernières minutes. Il nous regarde. Voilà. Bon. Et donc on avait pris 2 ou 3 pénalités et Mathias qui a été un très très bon buteur, il a fait 3 points, 6 points, 9 points, donc il était 22-15. Mais pourtant Jackie faisait pas de faute lui. Très peu. Il se faisait pas voir souvent. Ah, c'est ça, quand t'as la police qui arrive, c'est le bordel. Voilà. Le souvenir que j'ai de cette rencontre, c'est qu'on avait à l'école de rugby Lionel Ringevall. Oui. Et toute la loi, c'est vrai que Michel avait fait beaucoup de finales et malheureusement on ne gagnait pas beaucoup. Et c'était l'une des premières finales gagnées. Et au club, ça faisait longtemps. On avait un peu gagné le Dumanoir parce qu'il avait été gagné en 76. Et dans quelles conditions d'ailleurs. Et je me souviens encore des larmes de Lionel et son père le prenant. Oui, effectivement, c'était un événement à l'époque. Moi, j'ai les photos avec Lustucru, avec Jean-Claude Nanglade à l'époque. J'ai les photos avec le trophée. Et donc une grosse 3e mi-temps. Et alors après c'était un peu frustrant parce que bon après le Dumanoir c'était ça aussi, c'était qu'à chaque fois il y avait repas avec l'équipe adverse. Donc que ça soit pendant les matchs de phase finale ou que ça soit par les matchs de préparation, de poule, puisqu'on mangeait soit avant, soit après. Mais c'était une obligation de l'organisateur du Racing. Et là donc on fait la réception dans un château à Brive et on part pour rentrer pour être à Clermont-Ferrand pour faire la fête à Clermont et donc panne de bus à Ussel. Merde. Et donc on est resté 3 heures sur le bord de la route. Bon, ben voilà, bien sûr, on a fini au Pueblo alors. Ouais, peut-être, je sais plus. Mais enfin, on est arrivé à Clermont à 6h du matin, il n'y avait plus personne. Tout le monde était rentré. Et en fait, tu as failli le retoucher en 94, l'année des 2 finales. Ah oui, 94, c'est vrai. Finale, ouais. Et le trophée, c'est cassé comment là? Alors le trophée, parce qu'il avait des angles et c'était regretté encore aussi Dominique Sauzat qui avait sauté dessus et il avait explosé. Voilà. Dans la finesse. Le chi était bien. Jean-Michel Lefranc, très bon souvenir ce Dumanoir. Ah, ouais. Il faisait partie de la bande, je pense. Jackie Brougiroux, bizarre. Il faisait partie de la bande. Je pense pas qu'il était. Il était pas loin. Il était pas loin parce qu'il avait fait une demi-finale en 84. Jean-Michel Lefranc à Toulouse contre Béziers. Le dernier titre de Béziers, je crois, en 84. Bon, mais super. En tout cas, on avait un vaste programme. Ce soir, je vois qu'on a largement dépassé nos horaires habituels. On était un peu long. On était passionnés par les récits de Bertrand. Merci à toi d'être venu, d'avoir répondu positivement à cette invitation. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci à mes fidèles Alex, Jean-Luc et la loutre. Merci Arnaud, à tous. Arnaud, oui. un petit coucou perso à ma maman qui a eu un accident et que j'embrasse. Ah oui. J'embrasse fort. Voilà. Bisous à Qu'elle maman se remette bien. merci. Voilà.
Eh ben, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir été nombreux avec nous ce soir. Je vous invite à partager l'émission maintenant pour ceux qui n'auront pas pu l'avoir en direct. N'hésitez pas à nous faire connaître, c'est toujours un plaisir. On passe la main la semaine prochaine à l'équipe de Ici c'est l'émission. On vous embrasse et bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt, dans 15 jours pour Rock Arverne. Au revoir. Les amis. Bonne semaine, bon match à Agen, et puis peut-être bon match contre les Écossais. Voilà, peut-être. Ça fait beaucoup de peut-être. Allez, bonne soirée, ciao. Merci. Ciao.